Voilà pour ce fameux documentaire. Alors on va longuement se poser la question avec mes invités. Comment se construit l'identité individuelle? Est-ce que c'est un millefeuille? Est-ce que tout ceci est une composante de l'identité nationale? Ce fameux débat nous avait occupé en 2007 sous l'ère de Nicolas Sarkozy. Et pour commencer à en parler, c'est Michel Vivorca que je reçois. Bonjour. Bonjour. Donc Michel Vivorca, j'ose même pas vous présenter, hein. Vous êtes sociologue bien entendu et président de la fondation Maison des sciences de l'homme. C'est bien ça? Tout à fait. Bon, merci d'être avec nous. Karine Misquet, bonjour. Vous êtes documentariste et écrivain. Vous venez de publier N'appartenir aux éditions Viviane Ami. Oui. Merci d'être avec nous. Fabien Truong, à côté de vous, professeur agrégé de sociologie à l'université Paris 8. Bonjour. Vous êtes ancien professeur dans plusieurs lycées de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Enfin, je vais me tourner vers Élie Séoné, co-réalisateur du documentaire. Bonsoir. Bonsoir. Je précise toutefois, à toutes fins utiles à nos téléspectateurs, que nous avions invité Hugues Lagrange, sociologue, qui n'est pas dans cette lecture qu'on vient de voir dans le documentaire, à participer à ce débat. Il a malheureusement, à notre grande dame, décliné l'invitation à quelques minutes de l'enregistrement. Donc, malheureusement pour nous, mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de débattre. Et lycéoné, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à suivre ces lycéens au Québec? Je pense que c'est comme tous les documentaires, c'est des rencontres. Il se trouve que moi, je suis membre d'une coopérative de production audiovisuelle qui est installée à Évry, en Essonne, dans un quartier populaire qui s'appelle le Parc aux Lièvres. Et on est en lien avec tout le milieu associatif local, et donc beaucoup de personnes qui travaillent sur ces questions-là. Et c'est comme ça que Florine Blakata est venue vers moi, en fait, il y a 2 ans, avec un projet qu'il était en train de lancer avec une classe d'un lycée, le lycée Baudelaire à Évry. Et il m'a parlé de son envie d'emmener ce groupe de lycéens à Montréal pour leur faire un peu vivre une expérience différente de la diversité. Et puis à partir de là, moi, ça m'a enthousiasmé parce que c'est des questions qui me touchent beaucoup. J'ai déjà fait plusieurs documentaires sur ces questions-là, sur des familles immigrées ou sur une association qui fait de l'accueil aussi de familles dans un quartier populaire d'Évry. Donc voilà, moi j'étais tout de suite enthousiasmé par son projet, par le fait de travailler avec des jeunes, avec un lycée d'Évry. Donc voilà, il y avait toutes les raisons pour y aller. On a commencé à bosser avec Floride. Et du coup, ces lycéens-là que vous suivez, ça veut dire qu'il y a eu un travail au préalable sur les questions identitaires avec les profs avant le voyage au Québec? Ouais, il y a eu une première phase où c'était vraiment Floride, lui, il est militant de tout ce qui concerne les discriminations avec son association qui s'appelle Réagir 91. Donc il avait entamé déjà ce travail avant de venir vers moi sur les discriminations vraiment, avec toutes les composantes qu'il peut y avoir, que ce soit bien orientation sexuelle, culturelle, etc. Enfin, vraiment, il faisait un travail très large. Et puis après, avec moi, on a engagé un travail vraiment sur la question de l'identité. Donc on a passé beaucoup de temps avec ces jeunes, à intervenir, à discuter avec eux, à essayer de comprendre quel était leur regard là-dessus, de leur Ça a été expliquer compliqué aussi. de leur faire imaginer, les faire parler sur la question de leur identité? Non, après, ils ont tous une sensibilité différente. On a emmené 17 à Montréal. Donc forcément, c'est 17 parcours différents. Ils ont des histoires de familles différentes. Ils ont aussi une apparence qui fait que la question se pose plus ou moins publiquement. Il y en a qui peuvent se la garder pour eux, d'autres, forcément, on leur pose plus facilement. Donc il y avait vraiment des parcours différents. Mais ce qui est très intéressant dans ce lycée en particulier, c'est c'est un lycée professionnel, donc il y a un recrutement très large. C'est pas que Évry. On a des jeunes qui viennent du sud de l'Essonne, qui est plutôt rural, de familles un peu aisées. On a des jeunes qui viennent de cités. Donc c'est vraiment un recrutement large. Et c'est un concentré de la France d'aujourd'hui et de demain. Et ça qui était vraiment intéressant, Ce c'est qui de veut dire qu'il y a pouvoir des différences de discuter. trajectoire qui rendent en plus l'expérience enrichissante. Tout à fait. Quoi. Vraiment, il y a des trajectoires très variées, des personnes qui sont d'origine franco-française, ch'ti, etc. D'autres qui viennent d'Europe de l'Est, d'autres d'Afrique, du Nord, Afrique subsaharienne. Donc il y a vraiment une grande variété du métissage. Et c'était ça qui était super intéressant, c'était de pouvoir parler tous ensemble de ça et d'aller se confronter en tant que groupe à un milieu différent et d'essayer d'éprouver Et le choix du Québec s'est fait naturellement ou c'était déjà le Ça, projet? c'est en raison du parcours de Floride qui, lui, pour le coup, a aussi vécu une rencontre avec le Québec assez forte qui lui a révélé beaucoup de choses sur sa propre identité, comme il est originaire du Congo-Zaïre. Et voilà, il a eu une expérience que je vous vois là, ça serait un peu long à expliquer, mais voilà, il a vécu beaucoup de choses fortes à Montréal, il avait un réseau très important, et pour lui, ça reste un miroir vraiment passionnant pour notre propre rapport à l'identité. Donc c'est pour ça qu'il m'a proposé dès le départ, c'était Montréal le projet. C'est assez drôle finalement, Karim Misquet, d'aller éprouver son identité à 8000 km, non? Oui, bon, c'est vrai que ça marche en général assez bien. Ils le disent tous dans le film, que tout d'un coup, en allant là-bas, ils se sentent français. Bon, ça, c'est une expérience que beaucoup de gens de diverses origines ont pu éprouver, effectivement, ou à l'extérieur, pour des étrangers, s'ils voient quelqu'un qui parle français, qui se comporte comme un Français, qui vient de France, c'est un Français, finalement, il se pose beaucoup moins de questions qu'en France, où on peut être beaucoup plus renvoyé à son altérité réelle ou supposée. Oui.
Fabien Truong, vous avez reconnu vos élèves, enfin les élèves que vous nous racontez dans Jeunesse française, donc votre dernier ouvrage, ou ceux que vous avez eu à coacher quand vous étiez prof TZR, donc titulaire en zone de remplacement en Seine-Saint-Denis. C'est les mêmes que vous aviez ? Oui, tout à fait. Enfin, c'est les mêmes et c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que, comme ça a été bien dit, il y a aussi des trajectoires individuelles qui sont aussi à chaque fois particulières. Mais c'est vrai qu'on retrouve la même tension. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'en fait, c'est une expérience de décentrement. Et du coup, elle est assez contradictoire parce que, comme il a été dit juste là, dans l'expérience de décentrement, on se rend compte qu'on est français parce que il fait froid, on n'est pas habitué au froid, on traverse au rouge. Enfin, toutes ces petites choses-là, on râle à un moment donné. Je crois que c'est des jeunes qui disent bon voilà, ça c'est très français. Donc on est français. Et de l'autre côté, comme c'est une expérience de décentrement, il y a une parole aussi qui se libère et on est légitime aussi. On n'est pas tout à fait légitime à se dire comme français et les deux choses s'entrechoquent en permanence. Et par exemple, moi, c'est ce que me disaient mes enquêtés ou anciens élèves, enfin, je sais pas trop comment les appeler, mais c'est revenu tout le temps. Ça, on me disait tout le temps. On est français, mais on n'est pas français. Et je trouve que là, ça apparaît bien. Et je pense qu'il y a une dernière chose aussi qui est très claire aussi, et un petit peu contre l'image des banlieues communautaristes, etc. On voit très bien aussi que c'est une mosaïque. C'est-à-dire que à la fois on est français, on n'est pas français, mais on n'est pas ni français de la même façon, exactement de la même façon. Et donc ça, je pense qu'on le voit très très bien dans le film. Compliqué, effectivement. Michel Vivorca, quand vous voyez la trajectoire de ces gamins, est-ce que vous vous dites que c'est un éternel recommencement? Est-ce qu'on a déjà vécu ça auparavant? Ou il y a quelque chose de nouveau dans ce phénomène de ne pas se sentir français? Je crois qu'il y a quelque chose de très nouveau depuis 20 ou 30 ans. Mais il y a quelque chose de très nouveau qui est qu'aujourd'hui, tout le monde, y compris donc ces jeunes, vit à la fois ici et dans le monde. On est dans une période de globalisation, ne serait-ce que parce qu'il y a les médias, la télé, Internet, les réseaux sociaux, etc. Et donc, de toute manière, le décentrement dont vous venez de parler, il existe. Je veux dire, il y a cette conscience-là, et c'est une conscience qui vaut pour l'espace, mais qui vaut aussi pour le temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est plus facile de dire je suis aussi malien ou algérien ou ceci, cela, que français. Donc ça me semble plus neuf qu'il y a. Bon, il y a 50 ou 60 ans, Maurice Chevalier avait une chanson, et le refrain c'était « Et tout ça, ça fait d'excellents Français ». C'est pas tout à fait ça, et pourtant ils sont excellents Français. Mais il y a quelque chose de, je crois, de relativement nouveau, et qui a beaucoup à voir, je pense, avec ce qui s'est passé depuis le milieu des années 70. C'est-à-dire, après les 30 Glorieuses, la transformation de l'immigration, qui était venue pour travailler et repartir au pays. C'était quand même ça l'essentiel. Les dernières vagues, cette transformation, et un pays qui, il faut le dire aussi, va mal, qui n'a pas confiance en lui-même. Il y a des économistes qui ont publié il y a déjà quelques années un livre sur la société de méfiance ou de défiance, je ne sais plus. C'est un pays qui va mal, qui n'a pas confiance en soi. Quand on prend des sondages, ils nous montrent que la France est certainement en Europe le pays qui craint le plus la mondialisation. Vous voyez, ce genre de choses. Et donc, ces jeunes, moi j'ai beaucoup aimé le film, je tiens à le dire très publiquement, je l'ai trouvé rafraîchissant, surtout en ce moment, quand on sait tout ce qui se passe avec ces problèmes de migration et d'exil et de réfugiés. Donc j'ai trouvé ce film rafraîchissant et j'ai trouvé l'idée excellente de mettre ces jeunes, c'est pas seulement décentré, je suis d'accord qu'il y a du décentrement, mais en position de réflexion, en position d'analyser ce qu'ils étaient en train de vivre, ce qui est quand même très intéressant. Donc voilà, c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est quand même très nouveau en même temps. Alors justement, j'aimerais, pour lancer cette question de, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis français, mais en même temps pas vraiment français, je voudrais qu'on réécoute l'un des lycéens qui a dit une phrase qui était quand même assez forte. En France, je me considère malien, mais quand je suis à l'étranger, je me considère français. Ah, fais quoi de patrie, toi? T'es un étranger toujours? Ouais, tout le temps, partout en fait. Et c'est-tu un sentiment similaire là, chez vous? Ouais, il a résumé. Vous considérez vous français de nature? Parce qu'en France, moins. Je pense qu'on ne nous considère pas comme On tel. ne considère pas comme français un peu. Ce sentiment d'exclusion, il vient-tu de votre génération ou de la génération plus vieille? Ça fait longtemps que c'est comme ça, génération plus vieille même. Mais les jeunes, ils ont cette même perception-là ou sont plus... Bah ouais. On essaie de la changer, C'est pas direct. on essaie de changer avec ce qui se passe en ce moment, on essaie de changer ce sentiment. Nous, on fait le premier pas, sauf que là, on a l'impression que les gens ils reculent au lieu d'avancer avec nous. Karim Misquet, c'est un extrait assez révélateur, hein. Ces lycéens sont pour la plupart nés en France. C'est un refus de la part de ces jeunes de se sentir français quand on dit « je suis malien quand je suis en France et je suis finalement français quand je suis au Mali ».
Donc en gros, c'est quoi? C'est qu'on est chez soi dans l'avion. La problématique, elle est où là-dedans? On est peut-être chez soi aussi dans son quartier. Je pense Ouais. que les identités. Il y a une identité banlieusarde, effectivement, voilà, peut-être. Toutes les identités territoriales sont quand même devenues aussi très très fortes. Mais bon, comme on le voit aussi dans la culture américaine, par exemple, qui est véhiculée aussi par la culture hip-hop, qui est aussi un élément assez important de tout ça. Après, je pense que on est quand même, quand on n'a pas l'air français, confronté quotidiennement au fait de ne pas être perçu comme tel, ce qui est différent. Dans des pays d'immigration comme effectivement le Canada ou les États-Unis, où de toute façon leur identité est de se construire sur l'apport de différentes identités. Je pense que la France est un pays d'immigration, son histoire le prouve, mais bon, avant c'était pas visible, c'était une immigration majoritairement blanche européenne et chrétienne ou juive, mais après bon, les juifs se sont retrouvés un peu, on va dire intégrés dans plus ou moins, mais dans le corps français traditionnel, comme disait Gérard Longuet. Et après, les membres des autres vagues d'immigration, tout d'un coup, il y a un truc qui s'est bloqué, c'est-à-dire qu'on les a toujours renvoyés à une altérité essentielle, c'est-à-dire comme si de toute façon leur essence faisait qu'ils ne pouvaient pas devenir réellement français. Il y a un truc qui s'est bloqué. Justement, Michel Vivorca, vous aviez écrit en 92, je crois, à La France raciste, le fait que ces jeunes soient pour la plupart issus de minorités visibles, on va dire les choses clairement, ça renvoie au fait qu'ils ne sont de facto pas intégrables, ou on n'en veut pas, c'est un effet miroir. S'ils ne se sentent pas français finalement, c'est parce qu'ils ne le seront jamais assez, parce que la couleur indique qu'ils ne sont pas dans le morphotype, je dirais, français. Ça fait partie malheureusement du paysage. L'enquête que j'avais faite à l'époque, elle a gardé toute sa fraîcheur, malheureusement. Oui, je l'ai relu. Les choses se sont simplement encore dégradées. Ouais. Mais je suis absolument, moi, convaincu, quand je vois les images de ce film, que tous ces jeunes veulent être français, désirent passionnément être français, sont prêts très très vite à lever le drapeau, en quelque sorte, mais que c'est la société française qui, contrairement à ce qu'ils voient de la société québécoise, c'est la société française qui ne leur permet pas de se sentir pleinement français. Je vous coupe, mais il y a une jeune fille qui dit dans le documentaire « Jeunes, noirs, musulmans, banlieusards, en France, on nous enferme dans des cases et on finit nous-mêmes par s'y enfermer. » Tout à fait. Ce sont des gens qui ont le sentiment, à juste titre, moi, toutes les enquêtes que j'ai pu faire le montraient déjà il y a une trentaine d'années, ce sont des jeunes à qui on dit « tu ne seras jamais complètement français ». J'ai un collègue qui est très connu pour ses travaux sur la radicalisation, Farhad Khosrow-Khavar, qui termine une enquête sur des musulmans de classe moyenne et supérieure très intégrés, qui ont réussi, les enfants vont dans des bonnes écoles, ils ont des bons salaires, ils sont cadres, etc. Et presque tous disent « il y a quelque chose ». Je ne me sens pas complètement à mon aise, il y a quelque chose. Et je crois que c'est un problème français. Et je pense que c'est ça qui me saute à la figure quand je vois ce film. C'est ce décalage entre ce que disent ces Québécois. Il y a des problèmes au Québec, il y a du racisme, il y a de la discrimination aussi. Quand on va dans les campagnes, c'est pas tout à fait quand on va à Montréal. Il y a l'islam, il y a des gens qui en ont une peur bleue. Il y a un village au Québec qui était célèbre, j'ai oublié le nom de ce village, parce qu'ils avaient voté, alors qu'il n'y avait pas un musulman dans le village, ils avaient voté un texte local pour interdire la lapidation des femmes. Donc il y a des angoisses, mais quand même, c'est une société accueillante, c'est une société ouverte, et du coup, les gens se sentent complètement québécois. Il y a cette autre chose qui joue aussi au Québec, c'est que c'est une société minoritaire dans un océan anglophone. Et donc, là, il y a une particularité, effectivement. On défend. Et donc, c'est un peu la République, le petit village gaulois francophone assiégé, quoi. Ah bah écoutez, ils sont très intéressants quand ils vous disent qu'ils défendent la langue, qu'ils défendent la langue française et qui se sentent très québécois. C'est quelque chose qui en France prend un autre tour. Justement, les ambivalences qu'on a évoquées tout à l'heure. Oui, Fabien Truong, justement, vous avez travaillé, ce qu'évoquait Michel Vivorca à l'instant, sur ces jeunes qui ont pour la plupart réussi scolairement, etc. Là, dans les enquêtes que vous avez pu mener sur ces gamins-là, est-ce que vous diriez qu'eux se sentent intégrés, français, ou toujours pas? Il manque encore quelque chose. En fait, je pense qu'il faut un petit peu décrisper les choses. Et
pour revenir aussi sur ce que disait Michel Vielorca, en fait, il dit on a l'impression qu'on vit dans une société plus mobile, plus internationale, etc. Mais c'est vrai aussi que ce sont des jeunes qui sont constamment renvoyés en fait à leur territoire, à la banlieue, le quartier, dans les discours publics. Donc là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose. Il y a une assignation à résidence. Oui, Finalement. donc il faut bien comprendre la violence en fait entre l'écart de ce qui est la norme ou ce qui est censé être voilà les valeurs d'une société cosmopolite et puis ce que ces jeunes en fait entendent et écoutent et en fait prennent dans le visage, dans les discours qui les environnent. Donc là, il y a quelque chose quand même d'assez violent, mais je disais aussi un petit peu décrisper les choses parce qu'en fait, et c'est ce que je montre bien dans mon enquête, je crois, c'est que ces jeunes aussi se présentent sur des scènes très différentes. Il y a par exemple dans le film, à un moment donné, un jeune qui parle, je crois que c'est une Québécoise, et puis il dit qu'il habite à Paris. Ah, pourquoi il dit qu'il habite à Paris? Parce que ça fait bien d'habiter à Paris. J'habite pas loin de la Tour Eiffel. C'est mieux qu'Évry, quoi. Il se met en valeur. Je pense que s'il était à Évry, il dirait pas qu'il habiterait à Paris. Et en même temps, je pense que profondément, il sent qu'il habite à Évry, mais aussi à Paris. Et donc, il faut bien regarder un petit peu sur quelle scène on se présente. Je vais prendre un exemple parce que je pense que c'est plus parlant d'un jeune qui est dans l'enquête, qui s'appelle Youssef. Alors Youssef, quand je parle avec lui, on a une discussion à un moment donné, on parle du bac, des études. C'est après une sortie au Louvre. Et à ce moment-là, on discute. Il me dit non, mais moi je peux pas dire je suis parisien, je suis un banlieusard. Mais parce qu'à ce moment-là, on parle d'un certain Paris, le musée, la culture, un peu le Paris des profs. Et puis, si je discute football avec lui, c'est pas un banlieusard. Ses copains, non, alors c'est ses copains. Ses copains sont des Parisiens ou des Qataris. Bon, ça dépend du degré de la vanne. Mais lui, il se dit Marseillais parce qu'en fait, il supporte l'OM. Donc, il est Marseillais. C'est marrant ce millefeuille identitaire. Oui, et par contre, autre exemple, quand et là, ça me surprend. Enfin, c'est ce que je montre dans l'enquête. On discute, c'est la fin de l'année, et puis je l'entends, et puis il me dit moi je suis un Parisien, etc. Parisien, mais tu m'avais dit tu pourrais jamais dire que tu es parisien. Et on discute, et pourquoi il se dit parisien? Parce qu'à ce moment-là, il parle du bled. Et en fait, il parle de son rapport au bled, et en fait, parce que la famille va venir ou il va y aller, et en fait, qu'il y aille ou que sa famille vient, quand sa famille vient, comme il me le dit, on va pas aller visiter le parc de la Courneuve, hein. On va au champ, et donc j'habite à Paris. Et quand il est au bled, comme il me le dit, sa façon de marcher, sa façon de parler, son accent aussi en arabe, fait de lui un Parisien. Et donc, il joue un petit peu avec ça. Et c'est vrai que je pense que dans les discours publics, on a toujours des choses, comme vous le dites, très essentialisantes. C'est spécifique aux banlieusards, entre guillemets, parce qu'on peut retrouver ça aussi, je sais pas, moi, chez les Creusois, en Creuse, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir dans les zones rurales? Je pense que quand on se regarde un petit peu soi-même, on est, si tout le monde est honnête avec soi-même, on parle jamais de la même façon avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues. Donc, c'est quelque chose qui est proprement humain. C'est presque la base de la sociologie, mais c'est vrai qu'on fait un petit peu de ces jeunes de banlieue des espèces un petit peu différentes. Et de ce point de vue-là, c'est pas quelque chose de banlieue spécifique. Après, le fait de vivre dans un lieu qui est stigmatisé, qui renforce une forme d'identité un peu fantasmée peut-être. Certaines dynamiques, mais de ce point de vue-là, non, c'est pas banlieue spécifique. Comment vous l'avez perçu, vous et Elie Seoné, justement, lorsque vous les avez filmés sur ces millefeuilles identitaires? Est-ce que certains, en fait, on voit qu'ils s'invectivent un peu, les Portugais d'un côté, les Noirs de l'autre, les Arabes, etc. C'est quelque chose d'assez naturel, finalement? Oui, moi je pense que pour avoir moi-même grandi en banlieue, c'est un état de fait, c'est quelque chose qui... On est multiple, on appartient à tout ce que tu viens de raconter sur Paris, la banlieue, Marseille parce que pas Paris. Enfin voilà, c'est un jeu qui se fait pour exister dans le groupe. Après, moi, je voulais revenir par rapport à leur sentiment d'être français. Je pense qu'en France, on a quand même une grande spécificité, c'est la place du FN depuis 30 ans. Et même chez une grande partie de population jeune blanche d'origine française, il y a aussi une difficulté à adhérer au symbole républicain parce qu'ils ont été récupérés par le FN. Et donc finalement, on demande à ces jeunes qui sont d'origine variée quelque chose que plein de jeunes d'origine française ne font pas non plus en fait. Moi, j'ai jamais revendiqué oui, je suis français, j'adore la France. On m'a jamais demandé de tel. Pourquoi est-ce qu'eux, ils pourraient faire plus? Après, c'est un cheminement qu'ils vont se faire. Ils ont 18 ans. Peut-être qu'à 25, 30, 35 ans, ils auront des enfants. Petit à petit, ils vont se sentir français comme moi-même dans mon évolution. Je peux plus l'affirmer. Donc je pense qu'on leur demande aussi des choses qui posent pas vraiment problème. C'est normal de se poser des questions, c'est des jeunes adultes, ils sont dans un entre-deux, ils sont dans une situation territoriale qui est compliquée. Et pour moi,
Et voilà, il faut pas en rajouter par rapport à toutes ces questions-là. Et moi, ces jeunes que j'observe et on a pu filmer à Montréal, finalement, il y a une mosaïque de témoignages très variés. Quand on écoute dans le film, il y a plein d'avis qui se complètent et c'est pas c'est pas un langage unique. C'est très très varié. Justement, est-ce qu'on dirait, par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, Michel Ivorcas, sur la particularité québécoise, en France, on parle d'intégration, on parle d'assimilation. Au Québec, on parle d'interculturalisme. Ailleurs, on peut parler de multiculturalisme. Finalement, c'est quoi le modèle français? Le modèle français, c'est ce qui va mal. Le modèle français dit d'intégration républicaine. Ouais. C'est un modèle qui va mal, qui est en crise. On voit il prend l'eau de toutes parts. Non pas parce que les valeurs de la République seraient mauvaises, mais parce que le discours incantatoire qui vise à plaqué sur des réalités qui s'en éloignent, ce modèle devient une promesse complètement artificielle, complètement abstraite. Vous ne pouvez pas dire aux jeunes liberté, égalité, fraternité à longueur de journée. Ça, c'est le modèle français républicain d'intégration. Et les laisser dans une situation d'apartheid, par exemple, comme pouvait le dire Manuel Valls après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Voilà, vous êtes tous des individus libres et égaux en droit. Vous avez des appartenances identitaires, mais c'est privé. Dans l'espace public, nous sommes tous pareils, etc. Alors que les réalités vont complètement dans une autre direction. Donc ça ne marche plus. Donc il faut réfléchir à cette question. Et d'une certaine façon, je ne dirais pas qu'il y a un modèle québécois, parce que je pense que c'est aussi quelque chose de compliqué à cerner, mais on a quand même le sentiment d'une société qui, au Québec, et c'est ce que découvrent ces jeunes, réussit mieux que la société française à faire sa place aux différents. Il y a un superbe dialogue, y compris les images qui m'ont beaucoup plu, où on voit deux jeunes filles qui seraient totalement interchangeables. L'une porte un foulard et l'autre n'en a pas. Elles sont habillées en blanc. Elles se ressemblent. Elles sont face à face. C'est très très beau. Et la jeune fille québécoise explique qu'il n'y a pas de problème. Elle porte le foulard et elle est tout à fait à son aise au lycée. Bon, et bien voilà. Donc la France est un pays qui s'est crispé de manière très idéologique sur ce modèle républicain. Alors, vous avez raison d'ajouter qu'en plus, depuis quelques années, tout le monde est républicain. C'est quand même... Quand on sait qu'en France, ça a été la guerre des deux France, c'était ça. C'était les républicains contre la France chrétienne. C'était... Bon. Alors aujourd'hui, la droite s'appelle les républicains, et Marine Le Pen est la meilleure, comment dirais-je, défenseur de la laïcité et de la République, pour des raisons évidemment faciles à comprendre. Justement, on va en parler, mais Karim, vous qui avez, au travers de votre ouvrage, essayé d'explorer cette question identitaire qui vous occupe beaucoup depuis pas mal de temps, comment est-ce qu'on arrive à savoir si on parle d'intégration, d'assimilation, est-ce qu'il faut parler d'inclusion? Comment est-ce que vous, personnellement, vous l'avez ressenti? Vous vous sentez intégré? Alors je rappelle juste que vous êtes mauritanien par votre père, français par votre mère, et vous avez toujours donc oscillé, et vous le racontez très bien dans cet ouvrage, entre cette question de où suis-je et qui suis-je et à quel moment. Enfin, on a vraiment le sentiment en fait que c'est une trajectoire et c'est un travail qui est finalement assez long. Donc est-ce que vous diriez aujourd'hui, vous, que vous êtes intégré, assimilé, inclus? Comment vous vous ressentez? Comment dirais-je, moi, mon expérience est un peu particulière et justement pas très représentative, puisque j'ai grandi dans une famille plutôt classe moyenne, aisée, blanche, française. La famille de ma mère, mes parents étaient séparés, donc j'étais vraiment juste confronté au regard de l'autre. C'est-à-dire, c'est le regard de l'autre qui me renvoyait à une altérité que moi, en réalité, dans ma vie quotidienne, je n'éprouvais pas, puisque... Sauf que effectivement, j'avais pas exactement la même tête que le reste de ma famille, ni le même nom, puisque mon prénom est musulman. Voilà, j'ai grandi, ma mère était marxiste athée, sans aucune éducation religieuse. À la limite, ce que je connaissais un peu mieux, c'était le christianisme, même si ma famille était plutôt déchristianisée. Donc, je pourrais pas dire que je suis intégré ou assimilé. Je suis français, j'ai grandi là-dedans, c'était ma réalité. Et en même temps, avec ce truc bizarre que finalement, dans le regard de l'autre, je sentais bien que ça correspondait pas et que j'étais ailleurs. Je veux pas dire, évidemment, je me suis construit aussi avec des apports du côté mauritanien, mais quand même nettement moins. Mon père était tout le temps en voyage, après mes parents avaient divorcé, donc il n'était pas tellement là. C'était plus dans les récits de ma mère, finalement, que j'avais un rapport à la Mauritanie. Mon père était exilé politique, je suis allé là-bas pour la première fois, j'avais 15 ans, donc j'ai découvert ce qu'on appelle aujourd'hui le bled assez tardivement, où tout d'un coup on me disait que non, en fait, j'étais arabe et musulman, etc., ce qui pour moi
ne correspondait à aucune réalité, on ne m'y avait pas réellement préparé. Donc voilà, c'est un peu une espèce de cas chimiquement pur, je dirais, presque, de ce que c'est que justement d'être confronté à l'altérité dans le regard de l'autre. Et après, comme on le voit bien dans le film, je pense que beaucoup de gens vivent des parcours différents. Après, juste pour revenir sur la comparaison, moi j'ai beaucoup aimé le film, je trouvais ça super frais, effectivement, et je trouvais ça très bien d'être dans ces paroles diverses des jeunes. Mais ça m'a fait réfléchir sur la question de la violence. Bon, je parle pas mal de ça d'en appartenir. Je crois que pour moi, la question de l'identité, de l'appartenance, elle est liée à celle de la violence, elle est liée à un chantage, y compris d'ailleurs dans les identités de genre. C'est-à-dire quand on appartient à un groupe, ça veut dire qu'on pourrait éventuellement considérer ceux de l'autre groupe comme des adversaires ou des ennemis à qui on pourrait faire du mal, voire les éliminer. En groupe, en résumant. On le voit bien dans les guerres de religion, dans tous les conflits identitaires, etc. Et même éventuellement dans le rapport, comme je raconte dans un exemple, entre garçons et filles à l'école. Où, voilà, on se construit comme ça dans le regard de l'autre comme étant un adversaire, et c'est aussi comme ça qu'on se définit. Je pense qu'en France, il y a cette question de la violence fondatrice qui est la violence coloniale. C'est quand même ça qui est au cœur des questions identitaires aujourd'hui. Et comme ça s'est passé dans des territoires hors de la métropole, c'est quelque chose qu'on a tendance à refouler un peu facilement, parce que c'est pas comme aux États-Unis, l'esclavage s'est passé sur le sol américain, donc ils pouvaient pas faire comme si, même s'ils voulaient... Quand vous parlez, pour être clair, ça veut dire que là, par exemple, dans ces cas-là, comme ce sont des gamins issus pour la plupart de minorités qui sont d'anciennes colonies, il y a une dimension qui est liée à cette histoire aussi particulière cette histoire de la colonisation et de la violence coloniale, parce que la colonisation, c'est quand même un système fondé sur, on va dire, l'anthropologie raciale. Enfin, en tout cas, ça a été une justification a posteriori, mais il n'y a qu'à voir, enfin, on va pas revenir dans des trucs techniques, l'école psychiatrique d'Alger, par exemple, qui disait que le cerveau d'un arabe était constitutivement inférieur à celui d'un Européen. Donc c'était ça la colonisation quand même. C'était l'idée que un colonisé est inférieur structurellement. Et ça, c'est encore ancré. Oui, pour moi, ça c'est ancré, ça s'est transmis de manière visible ou invisible. Après, juste pour faire la comparaison avec le Québec, peut-être pourquoi ça se passe mieux au Canada, c'est que là, on n'est pas sur une question qui concerne ce qu'ils appellent là-bas les Premières Nations, c'est-à-dire les autochtones. C'est-à-dire que la violence fondatrice là-bas, elle était contre les Amérindiens. C'est un autre type de violence, et tout d'un coup, il y a des populations qui viennent de partout, mais qui, elles, ne sont pas inscrites dans cette histoire de violence-là. Élie, puis Fabien, sur cette question je voulais aller plus loin que ce que vous dites sur l'histoire coloniale. Je pense que même c'est même l'histoire républicaine en France. C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent, on a cette espèce de modèle de l'unité nationale, de la France une et indivisible, mais on oublie que depuis la monarchie absolue, en passant par la Révolution et la République, ça s'est fait par les armes. On a imposé le français aux provinces françaises par la violence. Donc on a cette impression que la France, c'est un ensemble homogène, où tout s'est toujours passé naturellement, mais c'est pas vrai. Et donc aujourd'hui, de voir de la diversité, de voir des parcours hétérogènes et des façons hétérogènes de vivre la France, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à comprendre. Vous nous dites finalement que cette violence inhérente à l'histoire de la société française, on la reproduit aussi sur ces... Et qu'il y a un modèle à revoir, parce qu'on a construit un modèle d'unité, et qui aujourd'hui ne marche plus, parce qu'on est en 2015, c'est la mondialisation, et ça ne peut plus fonctionner. Donc il faut se remettre en question, je pense, par rapport à ça. Truand. Oui, aussi pour revenir sur cette question de la violence et en fait ce qui était dit sur cette transmission un peu de la violence, il y a un passage je trouve qui est très très beau dans le film, c'est Boukhar Diouf, donc c'est le comique, et puis il parle du rapport entre les parents et les enfants. Alors, il utilise le... Vous permettez, Fabien ? On va le réécouter tout de suite. Bon, bah parfait. Quand on dit, pour prendre l'expression de la France qui disent tout le temps, il faut qu'ils épousent les valeurs républicaines, on entend ça. Mais pour épouser les valeurs républicaines, il faut que la République trouve une valeur en nous. Ça donne envie de le faire. Parce que sinon, les gens, ils ne feront pas. Ce que je veux dire, c'est que pour que quelqu'un embrasse une culture et se sente habité par le drapeau et la terre, il faut qu'il soit bien. Et s'il n'est pas bien, il ne le fera pas. Et s'il n'est pas bien, non seulement il ne le fera pas, mais ses enfants ne le feront pas. Parce qu'il va les éduquer dans la nostalgie. Et ce que ça crée, souvent, c'est ce qu'on appelle une errance identitaire. Une errance identitaire, Fabien Truand. Oui, et puis c'est le mot de nostalgie que je trouve très beau et très juste, parce qu'en fait il est très évocateur. Alors on voit pas les parents en fait là dans le film, mais c'est vrai qu'il y a ce rapport en fait, parce que quand même la plupart des garçons et des filles qui viennent de ces quartiers et qui là ils sont au lycée, donc en fait moi par exemple dans mon enquête il y a dans tous les lycées où en fait où j'ai enseigné, sur 10 parents il y en avait en moyenne 2 en fait qui avaient le niveau du bac, donc en fait
ce sont quand même des jeunes aussi, à travers leur trajectoire scolaire, qui s'éloignent en fait de leurs parents pour plein de raisons. Et il y a beaucoup aussi de non-dits, alors aussi parce que pour un certain nombre de garçons notamment, mais aussi de filles, il y a beaucoup de choses qui passent dans les non-dits avec le père, avec la mère, etc. Et ce terme de nostalgie est très fort et les enfants le sentent. Et par exemple, en ce qui concerne la pratique de l'islam, qui est, on l'a dit tout à l'heure, hein, très souvent stigmatisée et perçue comme un problème, c'est très souvent pour un nombre de garçons une façon un petit peu de reconnecter de manière très une implicite. Identité, en fait, pas vraiment une familiale, identité, mais des choses aussi terre à terre avec le père, notamment pour les garçons, c'est-à-dire fréquenter la mosquée, juste pour c'est une manière de créer du lien, quoi. Voilà, 1 heure ou 2, porter la djellaba, etc. Alors que quand on va aller avec les copains, on va pas nécessairement porter la djellaba, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les scènes. Et ça, on peut percevoir aussi la violence entre l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez, c'est ce genre de pratiques qui, à un moment donné, sont très fortes pour des adolescents qui sont en train de se construire, de retisser un lien. Et quand de l'extérieur, si on voit aller à la mosquée avec une djellaba, quand même, on a tendance à penser terrorisme. C'est, en parlant de violence encore, enfin, je veux dire, le hiatus entre ce que vous vivez de votre pratique et ce qui est perçu de l'extérieur est extrêmement violent. Et donc, oui, mais ça passe par des petites choses, je pense, qui sont souvent invisibles. Ouais. Michel Vivorca, pour revenir sur la dernière phrase de cet humoriste, il dit « Si les gens sont pas bien, ils éduqueront leurs enfants dans une nostalgie, ça conduit à une errance identitaire. » Est-ce que, moi, ce que je comprends, c'est que peut-être que finalement, on a un peu aussi maltraité ses parents à un moment. Quand je me remémore le bruit ou l'odeur de Jacques Chirac, des slogans du Front National sur 3 millions de chômeurs, 3 millions d'émigrés, est-ce que ces discours qu'on a pu entendre dans les années 80 ont pu aussi éloigner les parents qui, du coup, ont aussi éloigné leurs propres enfants de cette identité-là ? Écoutez, les jeunes qu'on voit, en tout cas, ils n'apportent pas une réponse positive à ce que vous dites. Ils sont plutôt bien, je trouve. Ils réfléchissent, ils discutent. Moi, je trouve qu'ils ont une capacité d'analyse formidable. Ils ont peut-être eu des bons profs. Mais enfin, quand même. Et évidemment, il y a eu des difficultés. Il y a tout le poids de l'histoire qui vient d'être évoqué, qui est quand même énorme chez nous. Et je pense que si vous mettez le poids de l'histoire, le racisme, les discriminations, les logiques sociales d'exclusion, quand même des gens qui sont venus pour travailler, puis à qui on a dit un bonjour, il n'y a plus de boulot, bon, etc. Les pères discrédités, enfin toutes ces choses bien connues. Je pense qu'en gros, les parents ont eu à choisir, si je simplifie un tout petit peu, entre 3 orientations possibles. La première, c'est celle que vous venez d'évoquer, la nostalgie. Si on était dans la psychanalyse, on dirait la mélancolie. C'est-à-dire, je me tourne vers le passé, je m'enferme, je me replie et je n'en sors plus. Sinon, par la violence que je vais pratiquer, ou le sectarisme, oui, il y a des sectes non violentes, mais il y a du sectarisme aussi, dans tous ces milieux. Ça, c'est une première voie. La deuxième voie, c'est celle qui est impossible. On en a parlé, c'est l'assimilation, c'est-à-dire se dissoudre, oublier. Ça veut dire oublier, on ne peut pas oublier, surtout dans ce monde de médias. Et la troisième voie, je reste pas plus longtemps que ça, dans les catégories de la psychanalyse, c'est le deuil. C'est-à-dire, je suis capable de me souvenir, mais je me projette vers l'avenir. Je prends en compte le passé, je ne suis pas dans la nostalgie, je ne suis pas dans la mélancolie, mais je n'oublie pas la colonisation, etc. Mais je me construis. Et toute la discussion qu'on a, que je trouve vraiment très très bien, me donne à penser qu'il faut en finir avec les catégories intégration, assimilation, avec le mot identité. Peut-être même, parce que ça essentialise, c'est vous qui le disiez tout à l'heure, ça naturalise, on met les gens dans des boîtes d'un type ou d'un autre. Alors que ces gens se construisent. C'est quelque chose d'assez émouvant. Les gens se transforment, se construisent. Moi, je préfère qu'on parle de processus de subjectivation. Oui, ils deviennent sujets. Ils deviennent sujets de leur existence. Ils sont capables de la penser, donc d'être dans la réflexion, dans la réflexivité. Voilà, moi, c'est ça qui me semble important. Fabien Truand. Oui, pour aller dans ce sens-là, je pense que c'est ce qu'on voit bien dans le film, c'est-à-dire qu'en France, on parle beaucoup de ces grands débats, ces débats en Sion, etc. Et en fait, on voit qu'il faut un petit peu de pragmatisme dans ces choses-là, et c'est une question de petits pas. En fait, je crois que c'est aussi dans l'extrait qu'on a vu, un petit peu après, l'humoriste dit c'est une question de temps, et c'est un pas vers l'autre, un pas en arrière, etc. Et c'est ces questions, de processus, ce sont des pas, et aussi peut-être parce que c'est vrai que dans le film, il y a quelque chose de très positif et
il faut aussi le dire, parce qu'on a aussi beaucoup parlé des choses qui allaient mal. Mais il y a aussi, et ça c'est très invisible aussi, on ne voit pas trop dans les discours, mais ce que j'essaye aussi de montrer dans mon enquête, parce que le sous-titre de mon livre c'est Bac plus 5 Made in banlieue, il y a des banlieusards qui viennent de milieux populaires, issus de l'immigration, qui arrivent au niveau Bac plus 5, qui est quand même ce qui est attendu socialement, etc. Et qui, alors je n'aime pas ce mot-là, je mets des guillemets, donc du coup, qui s'intègrent, enfin, dire qui se diluent dans la société française. Qui s'incluent. Est-ce qu'on peut utiliser le terme d'inclusion? Juste qu'ils trouvent leur place, en fait, tout simplement. Enfin, qu'ils trouvent leur place, et ce sont les contrôleurs de la SNCF qui s'appellent Lagdar, les cadres commerciaux qui s'appellent Myriam, Farez, etc., et qui sont là. Par contre, ce qui est très difficile quand on suit leur trajectoire et tous ces petits pas, en fait, c'est quoi faire des études, c'est que c'est très difficile. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a le discours de l'école qui te dit bon, bah, si tu es bon, tu y arriveras. Ouais. C'est un levier, l'école, pour. C'est un levier, mais c'est très difficile. Si on prend par exemple dans mon enquête les jeunes qui font les parcours les plus excellents par rapport au canon scolaire, type les classes prépa, Sciences Po, etc. Les épreuves les plus difficiles, en fait, pour réussir à tenir dans les études, ce ne sont pas les épreuves scolaires ni les épreuves académiques, ce sont des épreuves sociales, de confrontation à l'altérité sociale. Et quand vous venez de banlieue et que vous arrivez à Sciences Po, par exemple, vous n'avez pas c'est même pas seulement que vous n'avez pas les normes, c'est-à-dire que tout de suite vous sentez le poids du regard, d'être très différent. On vous fait sentir que vous n'êtes pas comme les autres, vous n'allez pas y arriver, et c'est très difficile. On voit très bien dans l'enquête comment les 2 premières années, on a des étudiants, des étudiantes en pleurs, etc., qui lâchent. Non, mais c'est aussi l'intérêt de regarder les choses dans le temps long, et c'était le cœur de mon enquête, pas faire une enquête juste sur 2, 3 ans, mais sur 5, 6, 7 ans, 8 ans pour certains. Oui, on peut lâcher à un moment donné et revenir. Parce qu'en fait, et c'est tout ça, c'est le temps. C'est-à-dire que quand on était jusqu'à un bac, on a quand même des ressources, comme vous l'avez dit, on réfléchit, etc. Donc il y a des choses qui peuvent être difficiles, mais aussi dans le temps long, je pense qu'il y a des choses aussi, on voit de la dilution aussi très pacifique d'une certaine manière, mais qui se fait. Élysse Honnet, rapidement. Non, c'était pour rebondir. Je pense que par rapport à ce que vous parlez sur l'expérience des parents, etc., il y a aussi quelque chose de très naturel, en fait, parce qu'on arrive à de nouvelles générations qui simplement veulent être regardées comme une normalité, et ils revendiquent simplement ça. Et c'est quelque chose qui n'avait pas lieu avant, en dehors de toutes les difficultés que peuvent connaître une partie de ces familles, parce qu'il y a aussi une grosse partie qui est intégrée, enfin, qu'on peut appeler intégrée, qui en tout cas est économiquement en place, etc. Mais avant tout, c'est juste d'être regardé comme quelque chose de normal, et qui soit inclus dans l'équation, j'ai envie de dire. En fait, simplement, c'est pas une anomalie, c'est pas quelque chose qu'il faut régler. Non. Simplement l'inclure dans la façon de se regarder en tant que France multiple. En fait. Alors, il y a une nouvelle catégorie qui a peut-être remplacé le banlieusard, le noir, l'arabe, cette figure de l'autre qu'on avait, c'est depuis quelque temps le musulman. Et on évoquait tout à l'heure cette séquence dont vous parliez, Michel Viorca, entre cette jeune fille voilée dans le lycée de Québec, enfin de Montréal, pardon, et cette jeune fille du lycée d'Évry. Est-ce qu'on a remplacé la figure de l'autre par le musulman, Michel Viorca? Je ne sais pas si on l'a remplacé, mais en tout cas, c'est l'islam qui aujourd'hui est au cœur des discours de peur, de haine, de ressentiment, d'inquiétude. Ça, c'est très clair. Il y a 40 ou 50 ans, on aurait dit les Arabes. Aujourd'hui, on dit les musulmans. Voilà. Ce qui veut dire, c'est compliqué, parce que l'islam, c'est une religion. Donc, est-ce qu'il s'agit vraiment que de ça? C'est-à-dire, est-ce que la hantise de l'islam, c'est uniquement la hantise d'une religion? Ou est-ce que ça n'est pas en réalité, moi j'aime pas tellement le mot d'islamophobie, je le trouve pas tout à fait adapté, mais est-ce que derrière cette hantise de l'islam, il n'y a pas une sorte de condensation de haine raciale, proprement raciale? Donc on essentialise la religion d'une certaine façon pour en faire quelque chose qui est l'objet de peur, dans lesquelles le racisme trouve quand même, la nature trouve aussi sa place. On n'est pas uniquement dans la religion, mais effectivement, il y a 50 ans, c'était pas l'islam. D'abord, il y avait très peu d'islam en France. Aujourd'hui, c'est l'islam. Et en même temps, c'est vrai que, c'est un peu ce que vous laissiez entendre, l'islam, pour un certain nombre de personnes, je dirais pas que c'est la solution ou la réponse, mais c'est ce qui permet de se défendre, de résister, de se maintenir, de se construire aussi, parce que... Et d'être aussi peut-être dans une forme de communauté qui peut recréer du lien social. Si on vous dit à longueur de journée, t'es différent, différent, et puis qu'un beau jour... Et oui, je suis différent, je suis musulman, c'est ma religion. Ça vous donne une fierté, ça peut vous donner une fierté, une solidité,
c'est une communauté aussi. L'appartenance à une communauté, enfin des choses qui finalement vous soutiennent. Donc je pense que, pour le dire autrement, que la société française a contribué en partie à la fabrication de l'islam qu'ensuite elle combat pour ceux qui en ont peur. Je voudrais... Alors Fabien Trumeau, rapidement... Oui, pour rebondir en fait, et puis ce qui est de très pratique d'une certaine manière dans la figure de l'islam, c'est que c'est un peu une image internationale pour le coup. Parce que du 11 septembre à Madrid, en passant par Londres, à Daesh, etc., on a une figure comme ça qui, à laquelle on peut enfin tous les jours, en fait, en regardant le journal, etc., on peut voir, enfin retrouver dans des images cette peur. Mais du coup, là encore, on est toujours dans des raccourcis, parce qu'évidemment, la pratique de l'islam en banlieue parisienne, par des jeunes qui sont en train de faire des études, par exemple, et la pratique de l'islam à Daesh, c'est pas la même chose, mais on parle même pas du tout des mêmes choses. Et en même temps, ce raccourci, dans une société qui va vite, où, comme le dit, il y a beaucoup d'informations, il y a quelque chose de très pratique pour homogénéiser les discours et nourrir les peurs. Et donc là, je pense qu'il faut toujours faire la distinction entre ces images et ce qui se passe véritablement. Il nous reste quelques minutes. Comment peut-on créer un sentiment d'appartenance chez ces lycéens, chez ces enfants, chez ces jeunes adultes? Est-ce que c'est la question de la représentativité des communautés? Parce qu'à un moment, on entend la possibilité d'avoir des journalistes noirs ou des sportifs ou des hommes politiques. Est-ce que ça passe par ça, Karim Misquet? Bon, les sportifs, ça manque pas. Ouais. Ça a même posé problème à certains. Je pense que oui, la question de la représentation, c'est clair, très centrale. C'est vrai que le fait de grandir dans un pays et de voir des gens qui vous ressemblent, je pense que c'est central effectivement, notamment dans la fiction, les journalistes, etc., mais aussi dans le personnel politique. Et là, je pense que ça pose un autre problème, c'est-à-dire quel type de personne vous représente. Et je pense que pour le moment, si on prend un peu un langage de la rue, beaucoup de gens ont l'impression que les Noirs et les Arabes qui sont admis à faire une carrière politique, on va dire, sont plutôt ce qu'on appelle des bounties, c'est-à-dire blancs à l'intérieur et noirs à l'extérieur, mais des gens qui finalement renoncent en fait à admettre quelque part qui représentent aussi ces gens qui leur ressemblent et que c'est pas du tout contradictoire avec le fait de travailler pour la nation française dans un sens plus général. Ouais, vous l'avez ressenti ça, Élie, chez ces gamins, qu'ils avaient besoin comme ça de figures un peu tutélaires auxquelles se raccrocher? Moi, je pense que c'est simplement se reconnaître. Enfin, moi, par exemple, ma fille est métisse. Et je vois l'importance pour elle de voir des publicités où elle peut se reconnaître. C'est super important. Et ça, c'est une des rares choses qui a évolué depuis les années 2005. C'est la présence des minorités dans la pub. Et je trouve que c'est pas pour rien. La pub a compris ça. La pub a compris que pour vendre, il fallait de la diversité. Il est temps que la République... C'est aussi un marché. Hein. Mais c'est un marché, mais au moins c'est pragmatique. Ce qui dit marché dit que c'est la réalité. Donc, il faudrait que la République comprenne ça et qu'elle trouve des leviers pour que les représentants, les décideurs, que ce soit même dans le milieu de l'audiovisuel, par exemple, auquel j'appartiens, que cette diversité soit juste naturelle, en fait, que ce soit une évidence. Et que ce ne soit pas forcément des quotas imposés. Après, parfois, il faut passer par des quotas pour que ça avance. Ça, on voit pour les femmes... Ah bah écoutez, voilà, je suis donc le quota de ce plateau, femme et en plus un peu basanée. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'on aura pu vous donner quelques petites informations complémentaires sur cette question extrêmement complexe qu'est l'identité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et on va cette fois-ci avoir un débat sur la personne de Bernard Tapie. Tout un programme.